Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de George Orwell, 1984. Nous nous étions arrêtés à un moment un peu crucial dans l'histoire où notre cher héros Winston se faisait torturer par O'Brien. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à écouter le chapitre précédent. Et juste avant de commencer le chapitre 3, j'ai eu un commentaire sur la qualité de mon son, peut-être changer de micro. Je voulais avoir vos avis, vos retours, parce que c'est la première fois que j'ai cet avis et je prends tout en considération. J'ai pourtant un bon micro, mais peut-être qu'il est mal réglé, ou peut-être que je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Car de mon côté, j'écoute mes audios du coup sur mon ordinateur, mais aussi sur mon téléphone, et je trouve le son plutôt correct. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que la qualité est pas bonne, qu'il faudrait améliorer le son? J'attends vos retours, c'est important pour moi, pour m'améliorer. Merci beaucoup et on commence tout de suite le chapitre 3 sans plus tarder et c'est parti. Ta réintégration passe par 3 stades. Apprendre, comprendre et enfin accepter. Il est temps que tu abordes le deuxième stade. Comme toujours, Winston est allongé sur le dos. Mais depuis peu, ses liens sont plus lâches. Ils le retiennent au lit, mais il peut remuer les genoux, tourner la tête à droite ou à gauche et lever les avant-bras. Le cadran lui-même lui inspire moins de terreur. Il peut échapper à ses tourments avec un peu de présence d'esprit. C'est surtout quand il fait montre de bêtises qu'Obrien actionne le levier. Il leur arrive de passer toute une séance sans qu'ils s'en servent. Il ne parvient pas à se rappeler combien de séances il y a eu. Le processus s'étend sur une longue période floue, des semaines peut-être, et les intervalles entre deux séances peuvent être de plusieurs jours, comme ils peuvent être d'1 heure ou deux. Quand tu es allongé ici, dit O'Brien, tu te demandes souvent, c'est toi qui me l'as dit, pourquoi le ministère de l'Amour te consacre tant de temps et se donne tant de mal pour toi. À l'époque où tu étais libre, tu étais mystifié par la même question, fondamentalement. Tu saisissais les mécanismes de la société où tu vivais, mais par ses mobiles sous-jacents. Tu te souviens d'avoir écrit dans ton journal «Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi». Et c'était lorsque tu réfléchissais au pourquoi que tu doutais d'avoir toute ta raison. Tu as lu le livre de Goldstein, en partie du moins. Est-ce qu'il t'a appris quelque chose que tu n'aurais pas déjà su? Tu l'as lu? Demande Winston. C'est moi qui l'ai écrit, enfin, j'y ai collaboré, car comme tu le sais, les livres ne sont jamais produits par une seule personne. C'est vrai ce qu'il dit, ce livre? Tant qu'il s'en tient à la description, oui, c'est le programme qu'il propose qui est absurde. L'accumulation secrète des connaissances, les lumières qui finiraient par faire tache d'huile, la révolution prolétarienne au bout du chemin, le renversement du parti, tu te doutais toi-même que tu y trouverais ce discours. Un tissu d'absurdité. Les prolétaires ne se révolteront jamais, pas plus dans 1000 ans que dans 1 million d'années. Ils en sont incapables. Je n'ai pas besoin de t'en dire la raison, tu le sais déjà. Si tu as nourri les rêves d'insurrection violente, il te faut y renoncer. Il n'y a pas moyen de renverser le parti. Sa suprématie est éternelle. Tel doit être le point de départ de toutes tes pensées. Il s'approche du lit. Éternel. Et maintenant, revenons à la question du pourquoi et du comment. Tu comprends assez bien comment le parti se maintient au pouvoir. Maintenant, dis-moi pourquoi nous nous accrochons au pouvoir. Quel est notre mobile? Pourquoi voudrions-nous le pouvoir? Vas-y, parle, ajoute-t-il, car Winston se tait. Néanmoins, Winston attend quelques minutes. Une lassitude l'a envahi. Une fois de plus, le visage d'Aubrien s'est éclairé avec une lueur maniaque. Il sait d'avance ce que l'homme va dire, que le parti ne recherche pas le pouvoir à ses propres fins, mais seulement dans l'intérêt général, qu'il recherche le pouvoir parce que les hommes du peuple sont lâches et fragiles, qu'il faut qu'ils soient gouvernés et méthodiquement leurrés par plus fort qu'eux, que l'humanité a le choix entre la liberté et le bonheur et que pour l'immense majorité, c'est le bonheur qui est préférable, que le parti se veut l'éternel protecteur du faible, que c'est une secte d'hommes dévoués qui font le mal pour qu'il en sorte du bien, qu'ils sacrifient son bonheur à celui des autres. Le plus terrible, songe Winston, le plus terrible, c'est que, quand O'Brien va lui tenir ce langage, il va y croire. Ça se voit sur son visage. O'Brien sait tout. Il sait 1000 fois mieux que Winston ce qu'est vraiment le monde et dans quel état de dégradation les humains vivent et par quel mensonge, quelle barbarie le parti les y maintient. Il a tout compris, tout pesé, mais qu'à cela ne tienne, la fin justifie les moyens. Que faire contre un fou qui est plus intelligent que toi,
qui écoute tes arguments en toute objectivité, mais persiste ensuite dans sa folie. Vous nous gouvernez pour notre bien, répond-il d'une petite voix. Vous croyez que les hommes ne sont pas en mesure de se gouverner eux-mêmes, et c'est pourquoi... Il sursaute et étouffe un cri. Son corps vient d'être déchiré par un spasme douloureux. O'Brien a poussé l'aiguille à 35. Réponse idiote, Winston, idiote. Tu es trop malin pour dire des âneries pareilles. Il remet le levier en position initiale et poursuit. Je vais te donner la réponse à ma question. La voici. Le parti cherche le pouvoir en soi. Le bien d'autrui ne nous intéresse pas. Seul le pouvoir nous intéresse. Pas la richesse, ni le luxe, ni vivre le plus longtemps possible, ni le bonheur. Le pouvoir. Rien que le pouvoir pur. Ce que le pur pouvoir veut dire, tu vas le comprendre tout de suite. Nous différons des oligarchies du passé en ceci que nous savons ce que nous faisons. Tous les autres, même ceux qui nous ressemblaient, étaient des lâches et des hypocrites. Les nazis allemands et les communistes russes se sont beaucoup approchés de nos méthodes, mais ils n'ont jamais eu le courage d'assumer leur propre mobile. Ils déclaraient, en toute bonne foi peut-être, prendre le pouvoir à leur corps défendant et pour un temps limité, parce que le paradis était au coin de la rue et que les hommes y seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas comme eux. Nous savons que personne ne s'empare du pouvoir dans l'intention d'y renoncer un jour. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. On n'établit pas la dictature pour sauvegarder la révolution, on fait la révolution pour instaurer la dictature. Le but de la persécution, c'est la persécution. Le but de la torture, c'est la torture. Le but du pouvoir, c'est le pouvoir. Tu commences à me comprendre maintenant ? Winston est frappé, comme il l'a déjà été auparavant, par la fatigue qui transparaît sur les traits d'O'Brien. C'est un visage fort, charnu, brutal, un visage plein d'intelligence et de passion maîtrisée face auquel il se sent impuissant. Mais il est fatigué, poche sous les yeux, pommette flasque. O'Brien se penche sur lui, approchant délibérément sa face usée. Tu dis que j'ai un visage vieilli et usé. Tu te dis que je parle de pouvoir alors que je ne suis même pas capable d'empêcher ma décrépitude physique. Tu ne peux donc pas comprendre que l'individu n'est qu'une cellule parmi les autres. L'usure de la cellule fait la vigueur de l'organisme. Tu meurs, toi, quand tu te coupes les ongles ? Il s'écarte du lit et se remet à arpenter la pièce, une main dans sa poche. Nous sommes les prêtres du pouvoir. Notre Dieu, c'est le pouvoir. Mais dans l'état où tu es, le pouvoir n'est qu'un mot pour toi. Il est temps que tu t'en fasses une idée. La première chose qu'il faut que tu réalises, c'est qu'il est collectif. L'individu n'accède au pouvoir que lorsqu'il cesse d'être un individu. Tu connais le slogan du parti, liberté et servitude. T'est-il venu à l'esprit qu'il était réversible ? La servitude, c'est la liberté. Seul et donc libre, l'être humain est toujours vaincu. C'est fatal parce que l'être humain est voué à la mort, ce qui est la pire faillite. Mais s'il parvient à se soumettre complètement et sans réserve, s'il parvient à échapper à son identité, s'il parvient à se fondre dans le parti, alors il devient tout-puissant, il est immortel. Le second point à assimiler, c'est que le pouvoir est le pouvoir sur les êtres humains, sur le corps, mais surtout sur l'esprit. Le pouvoir sur la matière, la réalité extérieure, comme tu dirais, n'a pas d'importance. Notre contrôle sur la matière est déjà absolu. Un instant, Winston ignore le cadran. Il tente un effort violent pour se mettre en position assise et ne réussit qu'à se donner un tour de rein. « Mais comment pourriez-vous contrôler la matière » s'écrie-t-il. « Vous ne maîtrisez même pas le climat ou la loi de la gravité, sans parler de la maladie, la douleur, la mort. » O'Brien le fait taire d'un geste de la main. Nous contrôlons la matière parce que nous contrôlons l'esprit. La réalité loge à l'intérieur du crâne. Tu l'apprendras par degrés, Winston. Rien ne nous est impossible. Nous rendre invisibles, l'éviter, rien. Je pourrais m'élever au-dessus du sol comme une bulle de savon si l'envie m'en prenait. Je n'en ai pas envie parce que le parti n'en a pas envie. Il faut que tu te débarrasses de ces idées du 19e siècle sur les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est nous qui les faisons. Jamais de la vie, vous n'êtes même pas maître de la planète, et l'Eurasie et l'Estasie donc, vous ne les avez pas encore conquises. Simple détail, nous les conquérerons quand bon nous semblera, et dans le cas contraire, qu'est-ce que ça changerait ? Nous pouvons les chasser de notre champ de conscience, l'Océanie, c'est le monde. Mais le monde lui-même n'est qu'un grain de poussière, et l'homme est minuscule, sans défense. Depuis combien de temps existe-t-il ? Pendant des millions d'années, la Terre a été inhabitée. Bêtise, la Terre n'est pas plus vieille que nous.
Comment le serait-elle? Rien n'existe hors de la conscience de l'homme. Mais les roches renferment quantité d'os d'animaux disparus, mammouths, mastodontes et sauriens gigantesques qui vivaient ici longtemps avant qu'on ait entendu parler de l'homme. Tu les as déjà vus, ces os, Winston? Bien sûr que non. Ce sont des biologistes du 19e siècle qui les ont inventés. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il était voué à disparaître, il n'y aurait rien. Hors de l'homme, il n'y a rien. Mais l'univers entier existe hors de nous. Regarde les étoiles. Il y en a qui sont à 1 million d'années-lumière. Elles sont pour toujours hors de notre portée. Les étoiles, qu'est-ce que c'est? Dit O'Brien avec indifférence. Des parcelles de feu à quelques kilomètres. Nous pourrions les atteindre si nous les décidions, ou bien les éteindre. La Terre est le centre de l'univers. Le Soleil et les étoiles tournent autour d'elle. Nouveau mouvement convulsif de Winston. Cette fois, il ne dit rien. O'Brien continue comme s'il répondait à une objection. Dans certaines circonstances, bien sûr, ce n'est pas vrai. Quand nous naviguons sur les océans, quand nous voulons prévoir une éclipse, nous trouvons souvent commode de considérer que la Terre tourne autour du Soleil et que les étoiles sont à des millions de kilomètres. Et alors? Tu crois que nous ne sommes pas assez malins pour concevoir un double système d'astronomie? Les étoiles peuvent être proches ou lointaines selon les besoins du moment. Crois-tu que nos mathématiciens soient en peine? As-tu oublié le double pensée? Winston se ratatine sur le lit. Il a beau dire ce qu'il veut, la réponse lui revient en boomerang pour l'assommer. Et pourtant, il sait qu'il est dans le vrai. Il le sait. Ce postulat que rien n'existe hors de la conscience, il doit bien y avoir un moyen de le démontrer qu'il est faux. N'en a-t-on pas dénoncé l'erreur depuis longtemps? L'erreur portait même un nom qu'il a oublié. Un léger sourire joue sur les lèvres d'Aubrien qui le regarde d'en haut. Je te l'ai dit, Winston, la métaphysique n'est pas ton fort. Le mot qui t'échappe, c'est solipsisme. Mais tu te trompes, il ne s'agit pas ici de solipsisme, ou alors de solipsisme collectif, si tu veux. Sauf que c'est différent, c'est même le contraire. Tout ceci n'est qu'une digression, ajoute-t-il sur un autre ton. Le vrai pouvoir, le pouvoir pour lequel il nous faut lutter jour et nuit, ce n'est pas le pouvoir sur les choses, mais sur les hommes. Il marque un temps et reprend son air d'instituteur qui interroge un élève prometteur. Comment un homme affirme-t-il son pouvoir sur un autre, Winston? Winston réfléchit. En le faisant souffrir? Exactement, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. S'il ne souffre pas, comment savoir qu'il obéit à ta volonté et non à la sienne? Le pouvoir s'éprouve en affligeant douleur et humiliation. Le pouvoir se réalise en mettant en pièces la pensée de l'homme pour la recomposer ensuite à sa guise. Est-ce que tu entrevois maintenant quel monde nous sommes en train de créer? C'est l'antithèse exacte des niaiseries utopiques et hédonistes rêvées par des anciens réformateurs. Un monde de peur, de traîtrise et de tourments où on a le choix entre piétiner et être piétiné. Un monde qui sera de plus en plus impitoyable et non de moins en moins à mesure qu'il se raffinera, qui ira vers toujours plus de douleur. Les anciennes civilisations prétendaient être fondées sur l'amour ou la justice. La nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura plus d'émotions, sinon la peur, la rage, le triomphe et l'avilissement de soi. Tout le reste, nous le détruirons, sans exception aucune. Déjà, nous brisons les habitudes de pensée qui datent d'avant la Révolution. Nous avons rompu le lien entre les parents et enfants, entre les hommes, entre l'homme et la femme. Plus personne n'ose faire confiance à une épouse, à un ami. Mais dans l'avenir, il n'y aura plus ni épouse ni ami. Les enfants seront retirés à leur mère sitonnée comme on retire ses œufs à la poule. L'instinct sexuel sera éradiqué. Procréer deviendra une formalité annuelle comme de faire renouveler sa carte de rationnement. Nous allons abolir l'orgasme. Nos neurologues y travaillent et il n'y aura plus de loyauté sinon envers le parti. Plus d'amour sinon pour Big Brother. Il n'y aura plus de rire sinon le rire de triomphe devant l'ennemi des faits. Il n'y aura plus d'art, de littérature, de science. Lorsque nous serons tout-puissants, nous n'aurons plus besoin de la science. On ne fera plus la différence entre la beauté et la laideur. Il n'y aura plus de curiosité, plus de plaisir à vivre les âges de la vie, car tous les plaisirs qui nous feraient concurrence seront éliminés. Mais toujours, ne l'oublie pas, Winston, demeurera l'ivresse du pouvoir qui ne fera que croître et gagner en subtilité. Toujours, à tout moment demeurera le frisson de la victoire, la délectation de piétiner l'ennemi réduit à l'impuissance. Si tu veux une image du futur, figure-toi une botte qui écrase un visage humain indéfiniment. Il se tait, comme s'il attendait que Winston parle.
Winston a tenté de se ratatiner dans le lit. Il ne peut rien dire, il a l'impression que son cœur se fige. O'Brien poursuit. Car rappelle-toi que ça n'aura pas de fin, le visage sera toujours là pour qu'on l'écrase. L'hérétique, l'ennemi de la société, sera toujours là pour qu'on l'abatte, pour qu'on l'humilie indéfiniment. Tout ce que tu as subi depuis que tu es entre nos mains va continuer, en pire. L'espionnage, les trahisons, les arrestations, les tortures, les exécutions, les disparitions n'auront pas de fin. Ce sera un monde de terreur, tout autant que de triomphe. Plus le parti sera puissant, moins il sera tolérant. Plus faible l'opposition, plus rigide le despotisme. Goldstein et ses hérésies vivront sans fin. Chaque jour, à tout moment, ils seront défaits, discrédités, ridiculisés, traînés dans la boue, et pourtant, ils survivront à jamais. Ce scénario que j'ai déroulé avec toi cette endurance sera rejoué indéfiniment, de génération en génération, chaque fois sous des formes plus subtiles. Toujours nous tiendrons l'hérétique à notre merci, hurlant de douleur, brisé, méprisable, et au bout du compte, en tout point, repentant, sauvé de lui-même, il se traînera à nos pieds sans qu'il soit besoin de lui demander. Tel est le monde que nous préparons, Winston. Un monde de victoire sur victoire, triomphe sur triomphe, qui fera jouer sans fin, le nerf du pouvoir. Je vois que tu commences à réaliser à quoi il ressemblera, mais à terme, tu feras plus que le comprendre, tu vas l'accepter, l'accueillir, lui appartenir. Winston s'est suffisamment ressaisi pour parler. Vous n'y arriverez pas, dit-il d'une petite voix. Qu'entends-tu par là, Winston? Vous ne pourrez pas créer le monde que tu viens de décrire, ce n'est qu'une chimère, c'est impossible. Pourquoi? On ne peut pas fonder une civilisation sur la peur, la haine et la cruauté, elle ne pourra jamais durer. Ah non, elle n'aurait aucune vitalité, elle se désintégrerait, elle se suiciderait. Sottise, tu crois que la haine épuise plus que l'amour? Pourquoi en serait-il ainsi? Et quand bien même, qu'est-ce que ça changerait? Admettons même que nous choisissions de nous user plus vite, admettons même que nous accélérions le tempo de la vie humaine, de sorte que les hommes soient séniles à 30 ans. Et alors, ne comprends-tu donc pas que la mort de l'individu ne veut rien dire? Le parti, lui, est immortel. Comme d'habitude, la voix a réduit Winston à l'impuissance par sa force de frappe. En outre, il est terrorisé à l'idée que, s'il persiste à le contredire, O'Brien actionne le levier, et pourtant il ne peut se taire. Faiblement, sans argument, sans rien pour étayer son point de vue sinon l'horreur viscérale que lui inspirent les propos d'O'Brien, il repart à l'attaque. Je ne sais pas, je m'en fiche. Vous échouerez d'une manière ou d'une autre. Quelque chose viendra à bout de vous. La vie viendra à bout de vous. Nous contrôlons la vie, Winston. Tu te figures que quelque chose qui s'appelle la nature humaine sera outragé par ce que nous faisons et se retournera contre nous? Mais c'est nous qui la créons, la nature humaine. Les hommes sont malléables à l'infini. À moins que tu ne sois revenu à ta vieille idée que les prolétaires ou les esclaves se soulèveront et nous renverseront. Ôte-toi ça de la tête. Ils sont impuissants comme du bétail. L'humanité, c'est le parti. Les autres sont en dehors. Quantité négligeable. Peu m'importe. À la fin, ils vous battront et ils vous verront tel que vous êtes et alors, ils vous tailleront en pièces. Vois-tu quelques prémices de ce que tu annonces ou même quelques raisons que cela se produise? Non, je sais que vous échouerez. Il y a quelque chose dans l'univers, je ne sais quoi, un esprit, un principe dont vous n'arriverez jamais à triompher. Tu crois en Dieu, Winston? Non. Quel est-il alors ce principe qui devrait nous défaire? Je ne sais pas, l'esprit de l'homme? Et tu te considères comme un homme? Oui. Si tu es un homme, Winston, alors tu es le dernier. Ta race est éteinte. Les héritiers, c'est nous. Comprends-tu que tu es seul? Tu es hors de l'histoire, tu es non existant. Tout à coup, il change de ton et lance avec plus de dureté. Et tu te considères moralement supérieur à nous avec nos mensonges et notre cruauté? Oui, je me considère supérieur. O'Brien ne dit mot. Deux autres voix parlent. Au bout d'un moment, Winston reconnaît l'une d'eux comme la sienne. Il s'agit de l'enregistrement de la conversation qu'il a eue avec O'Brien le soir où il s'est engagé dans la fraternité. Il s'entend donc faire serment de mentir, voler, tuer, fabriquer des faux, encourager la consommation de drogue et la prostitution, propager des maladies vénériennes et jeter du vitriol au visage d'un enfant. O'Brien a un petit geste d'impatience comme pour dire CQFD. Et il tourne à bouton, les voix se taisent. Lève-toi de ce lit, ordonne-t-il. Les liens se sont détendus.
Winston descend d'un pied mal assuré. Toi, le dernier homme, reprend O'Brien, toi, le gardien de l'esprit humain, tu vas te voir tel que tu es. Déshabille-toi. Winston dénoue le bout de cordon qui retient sa combinaison dont la fermeture a été arrachée il y a longtemps. Il ne se rappelle pas si depuis son arrestation il lui est déjà arrivé de retirer tous ses vêtements. Sous la combinaison, son corps est emmailloté dans des haillons jaunâtres infects qu'on peinerait à identifier comme des vestiges de sous-vêtements. En les laissant tomber sur le sol, il aperçoit une glace à 3 faces au fond de la pièce. Il s'en approche puis s'arrête net. Cette vision lui a arraché un cri. « Allez, dit O'Brien, va te mettre entre les faces du miroir, tu te verras aussi de profil. » Il s'est arrêté parce qu'il a pris peur. Un squelette voûté et grisâtre venait à sa rencontre. Sa physionomie est effroyable en elle-même, et pas seulement parce qu'il se reconnaît. Il s'approche du miroir. La créature semble projeter la tête en avant parce qu'elle avance courbée. C'est une tête de repris de justice, front bosselé, crâne déplumé, nez crochu, pommettes tavelées au-dessus desquelles les yeux ont une expression farouche aux aguets. Les joues sont couturées, les lèvres rentrées. Assurément, c'est son visage, mais il lui semble avoir changé davantage au dehors qu'au dedans. Les émotions qui s'expriment ne sont pas celles qu'il a vécues. Il est devenu un peu chauve. Au début, il a cru qu'il grisonnait, mais c'est seulement son cuir chevelu qui est gris. Mis à part ses mains et le cercle de son visage, son corps est tout gris, sous une couche de crasse qui paraît incrustée depuis des lustres. Ici et là, sous la saleté, il a des cicatrices encore rouges et au niveau de sa cheville, l'ulcère varuqueux fait une bosse enflammée où la peau se descame. Mais le plus effarant, c'est sa maigreur. Sa cage thoracique n'est pas plus large que celle d'un squelette. Ses jambes ont tant fondu que le genou est plus gros que la cuisse. Il comprend pourquoi O'Brien lui a dit de se regarder de profil. Sa colonne vertébrale présente une voussure spectaculaire. Ses maigres épaules se projettent en avant de sorte que la poitrine paraît creuse. Le cou décharné ploie sous le poids du crâne. À l'estime, il jugerait que c'est le corps d'un homme de 60 ans, miné par une maladie pernicieuse. Il t'est arrivé de penser que mon visage, le visage d'un membre du parti intérieur, est vieux et usé ? Que dis-tu du tien ? O'Brien attrape Winston par l'épaule et le fait pivoter face à lui. « Regarde dans quel état tu es. Regarde cette crasse immonde qui couvre tout ton corps. Regarde la saleté entre tes orteils. Regarde cette infecte plaie purulente sur ta jambe. Tu pues comme un bouc, tu le sais. Tu as sans doute cessé de t'en rendre compte. Regarde comme tu es maigre. Tu vois, je fais le tour de ton biceps entre le pouce et l'index. Je pourrais te briser la nuque comme on casse une baguette. Tu sais que tu as perdu 25 kilos depuis que nous t'avons pris en main ? Même tes cheveux tombent par poignées, regarde !» Il tire dessus et en arrache une touffe entière. « Ouvre ta bouche. 9, 10, il te reste 11 dents. Tu en avais combien quand tu es arrivé ? Et les rares qu'il te reste tombent toutes seules. Tiens, regarde !» Il saisit une des dents de devant, entre son pouce et son index puissant. Winston ressent un élancement douloureux dans la mâchoire. O'Brien vient de lui arracher une incisive branlante. Il la jette à travers la cellule. « Tu es en train de pourrir sur pied. Tu pars en morceaux. Qu'est-ce que tu es ? Un sac d'ordures. Maintenant, retourne-toi et regarde-toi dans la glace. Tu la vois, cette chose qui te fait face. C'est le dernier homme. Si tu es humain, telle est l'humanité. Allez, rhabille-toi. » Winston entreprend de se rhabiller avec des gestes lents et raides. Jusqu'à présent, sa maigreur et sa faiblesse lui étaient passées inaperçues. Une seule pensée l'agite. Il doit être ici depuis plus longtemps qu'il ne croyait. Puis, tout à coup, en fixant les pauvres hardes qui l'enveloppent, il est gagné par un sentiment de pitié pour son corps en ruine. Avant de comprendre ce qui lui arrive, il s'effondre sur un petit tabouret à côté du lit et éclate en sanglots. Il a conscience de sa laideur, de sa disgrâce, conscience d'être un sac d'os en haillons crasseux qui pleure sous l'éclairage cru. Mais c'est plus fort que lui. O'Brien lui pose la main sur l'épaule presque gentiment. « Ça ne va pas durer toujours. Tu peux t'en sortir quand tu voudras. Tout dépend de toi. »« C'est ta faute. C'est toi qui m'as réduit à cet état. »« Non, Winston, c'est toi-même. C'est ce que tu as accepté en te dressant contre le parti. Tout était en germe dans cet acte initial. Il n'est rien arrivé que tu n'aies pu prévoir. » Il marque un temps puis poursuit. « Nous t'avons frappé, Winston. Nous t'avons brisé. Tu as vu dans quel état se trouve ton corps ? Ton esprit ne vaut pas mieux. Je doute qu'il te reste beaucoup de fierté.
Tu as reçu des coups de pied, des coups de fouet, des insultes, tu as hurlé de douleur, tu t'es roulé par terre dans ton sang et ton vomi, tu as pleurniché, imploré pitié, tu as trahi tout le monde. Y a-t-il une seule indignité que tu n'aies subie? Winston a cessé de pleurer, quoique des larmes lui perlent encore aux paupières. Il lève les yeux vers O'Brien. Et je n'ai pas trahi Julia. O'Brien le considère, pensif. Non, non, c'est tout à fait exact. Tu n'as pas trahi Julia. La révérence particulière qu'il éprouve à l'égard d'Aubrien et dont rien ne semble venir à bout lui inonde le cœur une fois de plus. Qu'il est intelligent, qu'il est donc intelligent. Il ne manque jamais de comprendre ce qui lui est dit. N'importe qui d'autre aurait promptement répondu qu'il a bel et bien trahi Julia. Que ne lui a-t-on pas extorqué sous la torture, en effet? Il leur a dit tout ce qu'il savait d'elle, ses habitudes, son caractère, sa vie passée. Il a avoué le détail le plus futile de leur rendez-vous, tout ce qu'il lui avait dit, tout ce qu'elle lui avait dit, leur petit luxe obtenu au marché noir, leur liaison adultère, leur minable complot contre le parti. Enfin, tout. Et pourtant, au sens où il l'entend, il ne l'a pas trahi. Il n'a pas cessé de l'aimer. Ses sentiments envers elle n'ont pas changé. O'Brien a compris ce qu'il voulait dire sans qu'il ait besoin de lui expliquer. Dis-moi, demande-t-il, quand vont-ils m'abattre? Dans longtemps peut-être. Tu es un cas difficile, mais ne perds pas espoir. Tôt ou tard, tout le monde guérit. À la fin, nous t'abattrons. C'est la fin de notre chapitre 3. J'espère qu'il vous aura plu. La fin semble inéluctable pour notre héros. Je me demande comment ça va finir. Je crois qu'il reste un chapitre ou deux. Donc on arrive vraiment au bout. N'hésitez pas aussi à me dire quel livre vous voudriez qu'on lise la prochaine fois. J'essaierai de le dire en début de lecture pour le prochain chapitre. En attendant, j'espère qu'il vous aura plu, notre pauvre Winston. Quoi. On a un peu de peine pour lui. J'espère que la fin sera en sa faveur, comme dans les bons films où le héros gagne tout le temps. Malheureusement, je ne sais pas, j'ai des doutes. Nous verrons bien tout cela. Je vous souhaite en attendant à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite.